Elle a dessiné pour un magnifique recueil de poésie qui vient de paraître, la poésie érotique aujourd'hui, et on en verra quelques-uns de ses dessins. Louise Bourgoin est l'invitée de la Grande Galerie francophone. Bienvenue, merci de nous avoir retrouvés. Je te présente toute la bande et le public qui nous accompagne. Bonjour, On va bonjour. démarrer avec la première question. Elle est rituelle. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie ? Pour moi, c'est une garantie de santé mentale. C'est la fameuse phrase de Louise Bourgeois. Je crois que ça permet de nous protéger de la vérité. Et c'est un moyen aussi de dire ce qu'on ne peut pas dire en société. Louise Bourgeois, c'est un modèle ? Mais c'est même grâce à elle que j'ai choisi mon prénom, puisque on a commencé ensemble le Grand Journal et on m'avait demandé de changer de prénom. Et j'ai choisi Louise en hommage à cette grande artiste qui m'a interpellée dans sa façon d'approcher la vie, mais aussi de parler de son art, parce que j'ai toujours trouvé dans ses documentaires qu'elle avait une façon très, très, très saisissante de parler de ses œuvres. On ne savait pas si elle jouait un jeu, si elle était faussement naïve ou un peu psychotique. Et puis elle recevait, elle a reçu pendant des années, le dimanche après-midi, chez elle, c'était un rituel, une tonne d'artistes, parmi les plus jeunes, les plus inconnus, comme des stars, pour discuter, leur donner des conseils. C'est vraiment un exemple à suivre. Mais qu'est-ce que ça fait d'évoluer sous pseudonyme ? Parce que finalement, l'art et le fait d'illustrer, c'est aussi une façon de se cacher un petit peu en se dévoilant différemment. Donc qu'est-ce que ça fait d'avoir un autre nom ? C'était un petit clin d'œil, parce qu'en fait, moi, j'ai raté mon CAPES d'art plastique, j'ai eu mon diplôme des Beaux-Arts, mais j'ai pas eu de carrière artistique à proprement parler. Là, je commence tout juste à 40 ans à dessiner, mais c'est un peu une carrière avortée, et du coup, c'était un petit clin d'œil. C'est comme si j'avais choisi de m'appeler Pablo Picasso, quoi. C'était histoire de dire, je suis pas artiste, au contraire. Mais Louise Bourgoin, on va regarder quelques-uns de vos dessins, mais quelles sont les œuvres, les artistes qui vous accompagnent ? Moi, à part Louise Bourgeois, dont on va reparler tout à l'heure. Quand j'étais aux Beaux-Arts, entre 99 et 2004, Fabrice, ça va vous parler, on m'encourageait surtout à faire des happenings, des performances. On m'interdisait la peinture à proprement parler. Enfin, on m'expliquait que c'était complètement bourgeois, passé de mode, et j'avais pas le droit de faire du figuratif. Et donc, j'ai eu l'impression de désobéir en sortant des Beaux-Arts et en me remettant à dessiner. Et pourquoi je dis ça ? Parce que justement, les artistes que j'admire aujourd'hui, c'est ceux qui sont passés outre ces interdictions années 70, 80, 90, comme Augustin Roire ou David Hockney, David Hockney ? Plutôt des artistes figuratifs. Oui, mais il y a aussi Sophie Calle qui m'a beaucoup marquée, parce que dans son approche de la fiction, justement, je me suis dit, tiens, il y a une artiste contemporaine qui peut aussi... on peut aussi faire des films quand on est artiste contemporain, et notamment sa fiction No Sex Last Night m'avait beaucoup marquée. Et c'est une invitée qu'on recevra prochainement dans l'émission, Sophie Calle. La poésie érotique aujourd'hui, c'est donc les dessins que vous avez faits pour accompagner un recueil de poèmes absolument génial. On va en parler dans un instant, mais comme d'habitude, on va démarrer avec la claque de la semaine. Chaque membre de l'équipe nous révèle sa dernière claque artistique. C'est la claque. Et on commence avec toi, Nathalie. Ah, vous savez, moi, je me suis autoproclamée gardienne de votre cœur d'enfant, à tous, parce que c'est très important. Merci. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de vous inviter dans une forêt enchantée, car oui, elle existe, et je dirais même qu'il y en a partout dans le monde. Donc, pour ceux qui nous regardent à travers la planète, j'ai plusieurs adresses pour vous. Et c'est les parcours nocturnes et en extérieur du studio de création Moment Factory, accessoirement québécois, hein, car qui d'autre pour... Oui, comme qui par d'autre que hasard. pour combiner entertainment et forêt. Et qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des circuits de nuit où tout prend vie autour de nous. Regardez, c'est avec des animations, des projections, des sons, de la musique. Ça peut être dans des parcs, dans des zoos. Moi, je suis allée à La Villette, à Paris, qui vient tout juste d'ouvrir, mais il y en a d'autres en France, au Canada, aux États-Unis. Bref, vous avez l'embarras du choix. Et croyez-moi, c'est une expérience hallucinante. On ressort de là, mais pété, mais comme d'éblouissement, parce que ça nous donne un gros shoot d'hormones du bonheur. C'est bien sûr pour toute la famille. Et là où on se parle, il y en a une dizaine à travers le monde. Ça s'appelle soit Light Circle ou Lumina. Donc, allez-y. Merci, Nathalie. Lauriane, tu applaudis ta claque? Alors, ma claque, moi, elle nous emmène à Bruxelles, où un artiste céramiste, Jacques Monroe, m'a fait un petit peu perdre la raison. Parce que si vous voyez ces images, vous vous dites quoi? C'est du carton, du papier, du scotch.
Pas du tout. C'est de C'est la pas du céramique. carton. Et non, ce n'est pas du carton, c'est de la céramique. On peut verser de l'eau à l'intérieur. Et en fait, c'est un artiste qui imagine des trompe-l'œil. Je trouve ça absolument dingue. Lui, c'est un ancien directeur artistique qui a tout quitté pour revenir à la création, au geste. Enfin, c'est aussi d'ailleurs l'histoire de sa famille. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes. Et sa signature est complètement folle. Donc on imagine que c'est du carton. Il a passé des années à développer ce style. Et on peut le voir en ce moment à la galerie Project à Bruxelles. Et en fait, ce que j'aime, c'est que vraiment, il donne une âme à des objets du quotidien. Il remet une poésie dans des matières ou des matériaux qui normalement ne méritent pas tellement notre attention et on regarde différemment, presque curieusement. Donc c'est Jacques Monroe, AUD, rien à voir avec Marilyn, à la galerie Project à Bruxelles. Ça vous plaît, Louise? Beaucoup. J'adore la céramique. Oui. Fabrice? Alors, je ne sais pas, Ali, si vous savez, et Louis, si vous savez aussi que dans les années 50, il y a une sorte d'anthropologiste un peu dingue, mais génial, qui a essayé de savoir si les animaux étaient potentiellement des artistes. Alors, il a donné de la peinture, des pinceaux, à un chimpanzé qui est devenu très célèbre. Ah, mais j'ai vu ses œuvres à la Fondation Leclerc à Landerneau, Voilà, pour l'exposition Animals. Qui s'appelle Congo. Et ce chimpanzé, à un tel point, c'est que Picasso a acheté des Congos. Il a peint plus de 400 toiles. Mais là, je ne vais pas vous parler des animaux artistes, mais des animaux acteurs. Parce qu'il y a un truc complètement fou. Quand j'ai vu les images, je me suis dit, c'est dingue. C'est le Nikon Comedy Prize. Vous voyez des images. Et en fait, qui dans le monde entier prend des photos et célèbre les photographies les plus drôles d'animaux. Ouais. Et c'est complètement délirant, puisqu'en définitive, on voit des oiseaux qui se transforment en air glisseurs, des kaolins qui se tirent la langue, des écureuils qui ressemblent, qui sont en train de danser, des chimpanzés qui dansent, des oiseaux qui se clouent le bec, bref, une sorte de bestiaire complètement hallucinogène. C'est génial. Qui ferait penser que, après tout, eh bien, les animaux sont d'aussi bons acteurs que les humains. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Je sais pas comment je dois le prendre, mais... Oui, mal. Oui, bon... Non, bien. Margot? Moi, je voulais vous parler de France Bizot, une artiste que j'adore parce qu'elle s'approprie, elle détourne un de mes objets préférés, le livre Gallimard. Vous savez, c'est la collection NRF culte avec la couverture blanche. Et, voilà, et le cadre rouge. Et donc, elle peint par-dessus, ça devient son support de création. Moi, je collectionne frénétiquement ces livres, donc forcément, ça me parle. Et puis, je trouve ça astucieux et ingénieux de sortir comme ça du cadre. Elle peint aussi sur de la faïence. On peut découvrir son travail en ce moment à la galerie Backslash à Paris, jusqu'au 20 décembre. Et alors là, c'est vraiment le culte du trompe-l'œil. Hein, voilà, c'est en 3D. Ça nous explose au visage, ces objets du quotidien, ce jaune coulant. Il y a des steaks aussi très saignants. Enfin voilà. Mais il y a une modestie dans son travail qui me parle. J'aime la façon dont elle traite le relief avec précision. C'est impressionnant, c'est extrêmement minutieux. C'est très minutieux, c'est très charmant. Et puis, je sais pas, c'est assez méditatif, en fait, ces supports qui sont sans cadre. C'est surprenant au départ, mais en fait, on s'y plonge. Et puis, voilà, c'est une petite claque, un coup de cœur. Merci. Charlie? Moi, la mienne de claque cette semaine, c'est un peintre allemand qui s'appelle Volker Hermes. C'est un peintre qui est né dans les années 70. Et voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend des tableaux à la fois de la Renaissance en y incluant des éléments qui vont du 16e au 19e. Et alors, son truc à lui, pour cette expo-là en ce moment qui s'appelle Hidden Portrait, voilà, c'est qu'il prend tous ces atours, tous ces artifices et ornements qui appartiennent à un statut social et tout est très exagéré, ça devient ridicule, ils ont les visages mangés par les fraises, des rubans partout, des étoffes partout dans tous les sens, voilà. Et je pense que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui parce que si on avait gardé ces codes-là, vu qu'on aime bien asseoir son statut social, on ressemblerait sûrement à ça et ce serait quand même cool dans la rue de ressembler à ça. Merci. Et vous, Louise? L'exposition Latour. L'exposition Latour. Ouais, magnifique. Georges Latour. Oui, et puis je ne sais pas si ça passe encore au cinéma. C'est votre dernière claque? Ouais, ma dernière claque, c'est aussi Joachim Trier, qui est mon réalisateur préféré, qui a fait un film qui s'appelle Valeurs sentimentales. Rien que pour la scène d'ouverture qui est magistrale, ça vaut vraiment... Décrivez-nous en fait, c'est drôle parce que j'ai pu rêver à ce genre de situation, mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas envie de monter sur scène, qu'on est actrice et que le show commence dans 5 minutes? Et en fait, l'ouverture du film, c'est cette actrice qui est forcée d'aller jouer par absolument toute l'équipe technique. Et c'est absolument incroyable. Dessiner pour vous, qu'est-ce que c'est? Ça répond à un besoin? C'est un refuge?
Moi, j'ai toujours dessiné et c'est drôle parce qu'on parle d'écriture automatique, mais c'est vraiment du dessin automatique, donc je réfléchis pas. Contrairement à mes années aux Beaux-Arts, j'ai pas à pondre de concepts pour expliquer mon travail. C'est vraiment purement automatique. Ce sont des dessins d'imagination. Personne ne pose pour moi. J'ai une bonne mémoire visuelle et donc j'aime bien imbriquer des corps parce que souvent dans la vie, quand on est amoureuse de quelqu'un, qu'on a un rapport physique avec quelqu'un, on voudrait aller plus loin et c'est jamais complètement possible. Et là, c'est un peu ça. C'est des imbrications de corps qui n'arrivent pas complètement à s'imbriquer. Mais on voit certains de vos dessins d'ailleurs, mais pourquoi est-ce que ces corps s'imbriquent ? Je crois que c'est pour trouver une sorte d'équilibre dans ma composition. Puis j'aime aussi perdre le regard du spectateur, qu'on se dise tiens, mais ils sont combien ? Oui. Il est où lui ? Ah, mais il y a une jambe, elle est à qui celle-ci ? J'aime bien. Voilà, mais c'est très modeste et c'est vraiment juste du dessin à la plume noire. Je ne suis pas peintre comme l'artiste que vous allez recevoir, que j'aime beaucoup. Non, mais on va le recevoir dans un instant, mais vous en parlez avec beaucoup de modestie, c'est assez C'est le cas curieux. parce que c'est vraiment une sorte de hobby, dans le sens où je suis quand même actrice, c'est quand même 90% de mon temps, c'est de jouer dans des films. Oui, Et mais donc, vous le reste revenez du temps, je toujours, dessine, voilà. vous revenez toujours au dessin, malgré tout. Ça me canalise et ça me permet, ça me permet en fait de mieux comprendre les choses. Il y a plein de dessinateurs qui disent ça. Le fait de dessiner quelque chose, ça vous oblige à regarder ou en tout cas à vous souvenir et donc à vous souvenir de certains détails et à mieux comprendre les choses. L'amour, par exemple. Voilà, j'essaie de traduire un sentiment à travers une posture, donc ça peut avoir un peu avec la danse. Est-ce que vous dessinez pendant que vous apprenez vos textes en tant que Oui. comédienne ? Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous dessinez pendant que vous apprenez vos textes ? Mais c'est très intime, mais en gros, pour mémoriser un texte, je convertis tous les mots en dessin, donc j'apprends des rébus et j'apprends beaucoup plus vite. Ah oui ? Ou alors, je vais dessiner les costumes que j'imagine pour mon personnage, ou alors si un metteur en scène me dit, alors tu vois, tu vas faire ça, c'est un plan séquence, tu vas prendre un verre, là ensuite tu iras là, tu monteras l'escalier, tu redescendras, tu diras cette phrase à l'un, puis cette phrase à l'autre, je dessine absolument tout le parcours pour pas avoir à lui redemander. Et d'ailleurs, votre premier rôle, c'est quand même adapté d'une BD. C'est Adèle Blanc-Sec. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est assez formidable parce que là, pour le coup, il y a un vrai lien et une vraie continuité entre l'actrice et l'artiste. Oui. On va vous apporter d'ailleurs un carton pour que vous puissiez nous montrer comment vous dessinez. Ah, ça va il est être juste très à côté intimidant. de vous, Louise, sur votre droite. Ouais. Ah, c'est là. Ah, Ouais, c'est là. Vous avez des feuilles. Bon, je dessine à la plume normalement. Merci. Et alors, vous dessinez à la plume normalement. Là, Qu'est-ce que vous voulez que je avez. dessine Allez-y, selon votre humeur, ce qui vous Et vient vous continuez à parler pendant ce temps-là. à l'esprit, et on peut continuer à parler. D'accord. Moi, j'adore les corps enchevêtrés comme ça, là, toutes C'est ces vrai jambes. Oui, ça fait Ah, penser c'est un peu magnifique. à ça compliquait bien un peu la vie. 3 garçons pour 4 filles, on était tous amoureux. Toi et moi, Emma de lui, l'une égale l'autre aujourd'hui. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Voilà, une petite Wow. salade Bravo. de corps comme ça. C'est Vous depuis- voyez que vos dessins inspirent, Louise. Nathalie, Le dessin et l'art est quand vous même... pouvez continuer à dessiner pendant que Oui. Nathalie... Peut-être qu'elle veut se concentrer, mais je vais vous parler pendant que vous dessinez. Allez-y. Vous venez d'une grande famille d'artistes, on peut dire, si bien que vous avez consacré une exposition il y a 5 ans à certains de vos ancêtres. Il y avait votre arrière-grand-père, le peintre Guy Wiltshue, mais c'est pas tout. Il y avait également votre arrière-grand-oncle, qui lui était photographe, Joseph Leluc. Ça se passait dans le Morbihan, au musée du Faouette, qui est, je pense, le bastion familial. Et le nom de l'exposition était tout destiné, une famille d'artistes. Qu'est-ce que ça vous a apporté, selon vous, de grandir dans un tel environnement créatif? Les toiles étaient toutes très très abîmées parce que la majorité des toiles sont restées dans la famille. C'est mon arrière-grand-père, il est mort à 40 ans. Il n'y a pas énormément, mais il n'a pas beaucoup vendu. Il n'en avait pas besoin parce qu'il était d'une riche famille londonienne. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé à restaurer les toiles, à promouvoir son œuvre. Et c'était très très émouvant pour moi, pour toute la famille, de pouvoir réunir toutes ces toiles au même endroit. Il y avait Il plus y en de a une 130 centaine, 30 toiles, 130 toiles. 130 toiles. Ouais, et c'était un très grand peintre qui nous a toujours beaucoup impressionnés quand on était enfant. On voyait c'était Impressionné, même intimidé. Intimidé, oui, parce que moi du coup j'ai jamais osé faire de peinture parce qu'il a un tel talent que j'ai jamais osé vraiment me lancer dans la peinture à lui. C'est un regret? Non, je suis juste lucide. Mais en tout cas, Joseph Lelux, qui est donc son beau-frère, il prenait plein de photos à l'époque, entre 1910-1920, de tous les habitants du Faouette, des fêtes religieuses, mais aussi parfois des enfants décédés aussi, parce qu'à l'époque, au début du XXe, on prenait en photo les gens décédés en souvenir. Oui. Donc, quand j'ai retrouvé ça dans le grenier familial, je me suis dit, mais c'est qui ce serial killer? Je savais
savais pas du tout que c'était une tradition. Moi. Donc quand j'ai commencé à voir des plaques de verre avec des enfants morts, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis j'ai compris que c'était traditionnel. Et voilà, ce sont des photos très émouvantes. Et voilà, l'exposition était très belle. Vous avez dû apprendre plein de choses, tant sur justement l'art de vos ancêtres et l'histoire familiale. Oui, et on en a fait un livre. Voilà, c'était important de pouvoir faire ça dans ma vie. En fait, enfin, je me dis, même dans les corps que vous dessinez pour la poésie érotique, on a du mal à savoir si ça a même un caractère sexuel. Enfin, on les imagine faire des choses, mais on ne voit rien. Et je me demande si ça vous permet finalement le dessin de montrer ce que vous ne pourriez pas montrer justement dans des rôles. Ah, bonne question. Moi, en tout cas, dans ces deux rôles, j'essaye d'être sincère. Donc, j'essaye de traduire un sentiment dans le dessin. Et j'ai pas forcément envie d'être chirurgicale ou gynécologique. Donc, j'ai pas forcément envie de montrer des pénétrations. C'est plutôt des imbrications de corps qui répondent à des poèmes, là, en l'occurrence pour ce recueil, Oui, on va les qui revoir. sont pas toujours non plus pornographiques, qui sont parfois suggérés. Oui. Et puis, quand je joue, finalement, je suis beaucoup plus protégée, puisque ce sont pas mes textes, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire, c'est pas moi qui ai choisi le costume, etc. Là, c'est très très intime. La première fois que j'ai montré mes dessins à 40 ans, je me suis réveillée le matin avec un énorme torticolis, je pouvais plus tourner la tête. J'avais fait des cauchemars en imaginant que les gens hurleraient au scandale. Ah oui? Ouais, Parce que finalement, c'est on a très l'impression que vous vous impudique pour cachez moi. devant une caméra, mais pourquoi est-ce que vous avez ressenti ça? Pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça? Parce que c'est très intime de dessiner sa vision du corps, sa vision du couple, de l'amour. C'est Bien sûr. extrêmement intime. Vous nous montrez comment vous faites? Justement, j'essaie. Margot s'est penchée sur votre technique. Oui, vous dessinez donc d'un seul trait, je crois. Là, on peut peut-être voir ce que vous êtes en train de faire. Un seul trait d'encre. Est-ce que c'est un éloge de la lenteur ou est-ce que c'est pour mieux mémoriser ce que vous voyez? J'ai l'impression que c'est votre grammaire pour vous souvenir des choses et vous souvenir du monde, en fait. C'est très bien dit. Et en fait, je dessine lentement parce que comme je dessine pas au crayon à papier avant, c'est extrêmement difficile pour moi de mesurer à quel endroit je place les choses. Et donc, en étant lente, ça me permet d'anticiper. On va prendre le temps justement de vous laisser dessiner, Margot. La première prise, par exemple, au cinéma, est-ce que souvent c'est la meilleure, Louise? Alors moi j'adore la première prise et je suis toujours très en colère quand les réalisateurs ne filment pas la première prise. D'ailleurs je viens juste de réaliser mon premier court-métrage en tant que réalisatrice et c'était très important pour moi qu'on filme la première prise. Et en fait j'ai compris pourquoi l'équipe était en colère, c'est que du coup les gens sont pas forcément réglés au niveau du son, etc. Donc ça énerve un peu l'équipe technique, mais moi je trouve qu'il y a toujours une magie dans la première prise qu'il n'y a pas après. Et j'aime aussi beaucoup aller au salon du dessin. Je collectionne, j'achète des dessins parce qu'il y a un premier jet, un premier élan dans le croquis, dans l'esquisse préparatoire par rapport au tableau qui a été pensé, repensé, reconstruit, prémédité, qui me touche particulièrement. Charlie, ça t'inspire? Pardon, non, je suis en train de jouer avec les clochettes parce que ça me rappelle une histoire. Vous savez que nous avons fait Les Enfants une fois ensemble, on s'est croisés il y a une quinzaine d'années et j'entendais des bruits comme ça. Je me promène dans un magasin de loisirs créatifs, pour ne pas dire bricolage, à côté de Beaubourg. Et je vous vois, vous, à faire poète-poète sur les sonnettes. Je m'en souviens. Et on a fait la même chose. Et on s'est fait une petite battle de sonnettes avant que le vendeur nous vienne. Voilà, c'est tout. Ça me revient comme ça. C'est vrai. Non, mais c'est une jolie anecdote. C'est une très belle anecdote et elle est vraie. Louise, apparemment, vous aimez tellement les salles des ventes et collectionner qu'à priori, vous avez commencé à écrire un projet de film. Sur Drouot. Oui. Oui, il faut que j'aille au bout, mais oui, c'est un terrain qui m'inspire beaucoup. Parce qu'en fait, on voit toute une vie défiler en une après-midi et qu'il y a des maisons entières qui sont vendues dans la journée et qu'on voit, ça va des petits papiers personnels à la verrerie en passant par des tableaux. Et puis les gens qui y sont aussi, c'est beaucoup de retraités oisifs qui sont là un peu juste comme ça pour regarder, pour discuter. Il y a une ambiance très particulière. On y vend des moments de vie, quoi, des histoires de vie. Mais moi, je pense tellement à la chanson de Barbara. Mais bien sûr, on peut l'entendre, j'adore cette chanson. Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, Oh là là. une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné pour quel amour d'antan. Voilà. Merci, bravo Charlie. L'histoire est terrible de cette femme qui est assise. Elle va à Drouot et elle voit toute sa vie partir entre les mains d'étrangers. Elle ne peut rien faire. Impuissante.
Point, pardon, fin de la parenthèse. Mais c'est tout à fait ça. Vous venez d'illustrer ce magnifique recueil, La poésie érotique. Aujourd'hui, il y a des textes d'auteurs, d'autrices très différents. Cécile Coulon continue à dessiner. Les chanteuses Brigitte Fontaine, Clara Isé, par exemple. Et ce sont des textes qu'on voit, mais qui sont accompagnés par vos dessins. Ça parle de désir, ça parle d'amour, de volupté. Et vous avez commencé à dessiner des corps de femmes nues très jeune, je crois, dès l'âge de 12 ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de dessiner des corps nus, Louise ? En fait, c'est pas le symbole de la nudité qui me plaît, c'est le fait que le vêtement, ça date un dessin, ça donne tout de suite l'époque, ça m'intéresse pas, et puis ça me permet d'avoir une ligne un peu pure, de toucher tout de suite à la ligne du corps et pas au vêtement. Et j'aime beaucoup le dessin pur de ligne. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime les dessins de Jean Cocteau. J'aime beaucoup le fait qu'on n'a pas le droit à l'erreur et que c'est un peu comme un électrocardiogramme aussi. C'est tout au long de la ligne, si elle tremble un peu, ça traduit une émotion, quelque chose. Vous restez avec nous. Vous avez une passion pour Niki de Saint-Phal, le temps que vous terminiez votre dessin. Niki de Saint-Phal, le Musée national des beaux-arts du Québec, lui consacre une magnifique exposition. Et notre expert maison nous dit tout sur Niki de Saint-Phal. C'est Alex Vizorek, le viseur expert. Et aujourd'hui, on parle de Niki de Saint-Phal. Rien que son nom est beau. Elle a d'abord été mannequin, avant de devenir artiste, peintre et sculptrice. Pour les néophytes, l'œuvre de Niki de Saint-Phal, c'est un petit peu le bonhomme Michelin qui s'habillerait en Dizigual. Mais sa carrière commence bien avant. Dans les années 60, elle se fait connaître par des toiles intitulées Tir. Elle tirait sur des ballons de peinture pendus dans les toiles. Mais la célébrité vient avec sa grande série très célèbre des nanas, qui nous rappelle tout de même que quand on souffre d'aérophagie, c'est important de consulter. Il y a par exemple la nana jaune, la nana assise, la nana mouskouri. Oh, ça c'est moi qui ai rajouté les... L'année 78, année où Niki commence un chantier monumental. En Italie, le jardin des tarots. Même si on dirait jardin des tarés. Et terminons par ces obélisques, notamment celle-ci, l'obélisque au serpent. Et je sais très bien ce que vous vous dites. Vous vous dites, c'est fou ce bleu. On dirait du bleu clin. Rendez-vous au Musée national des beaux-arts du Québec pour Niki de Saint-Phal. On en a pas marre de cette nanana, cette nanana. Merci Alex Vizorek. L'art en liberté. On peut voir le dessin. Bon, c'était difficile de dessiner en parlant et en répondant aux questions. C'est magnifique, on le garde, on va l'encadrer. Bah, regarde, Charlie. Montre-moi. Ah mais c'est extraordinaire, mais c'est hyper beau. C'est le week-end de Charlie. Voilà ce qu'on appelle faire l'étoile de mer. C'est gentil. Et merci Louise. Bravo, excellent. On n'a pas assez entendu. C'est génial. Voilà ce qu'on appelle faire l'étoile de mer. Voilà ce qu'on appelle faire l'étoile de mer.